Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à Bercy et bienvenue au 4e Blue Ocean Award. Mon nom est Dominique Busseau, je suis le président du magazine Forbes. Le site a été lancé il y a un peu plus d'1 an et le magazine il y a 2 mois. J'ai vu que certains d'entre vous l'ont entre les mains. Et moi aussi, comme vous, je suis un entrepreneur. Je vous rappelle que l'événement est diffusé en direct sur le site blueoceanawards.com, hec.fr, blueoceanstrategy.com et le site du ministère de l'économie et des finances. Nous avons voulu cette cérémonie la plus interactive possible, donc n'hésitez pas à Facebooker, tweeter, WhatsApper, Instagrammer, j'en passe et des meilleurs. Il y a des codes Wi-Fi qui sont à disposition auprès de nos hôtesses. Et vous pouvez poser vos questions sur Twitter, @BlueAwards et #BlueOceanAwards. Dominique Barrault, qui est juste là, sera votre voix. On compte sur vous. Dominique ? Oui, bonjour. Je suis Dominique Barrault. Je suis partner du pôle stratégie d'innovation. Et comme le dit Dominique, ce soir, je serai votre voix. Alors, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Et ce sont souvent les questions les plus simples qui sont les plus pertinentes. Alors, à vos marques, 1, 2, 3, tweetez. Merci Dominique. Alors, pour introduire cette cérémonie, merci d'accueillir les co-organisateurs historiques des Blue Ocean Awards. J'ai nommé Jean-Michel Dahan pour la direction générale des entreprises. Jean-Michel. Philippe Oster pour HEC Paris et Alban Héral pour Assexio Stratégie d'innovation, ainsi que l'agence Invite the Media avec François Huynh, son CEO et fondateur. Merci à tous de les acclamer. Est-ce que tout le monde est là? Presque. Eh bien voilà, c'est parfait. Bonjour François. Bonjour. Vous êtes donc le fondateur de Invite the Media, la plateforme dédiée aux événements, qui couvre les Blue Ocean Awards cette année pour la première fois, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, merci. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Alors, Invite the Media, c'est la seule plateforme au monde qui connecte les médias, les magazines, les blogueurs, les influenceurs aux organisateurs d'événements partout dans le monde, afin de faire rayonner un lieu, une marque, une entreprise ou un événement particulier. Aujourd'hui, j'arrive de Houston, au Texas, afin de soutenir les Blue Ocean Awards 2017 en tant que membre du jury. J'aimerais vous souhaiter à tous et à tous une excellente soirée de cérémonie et beaucoup de succès. Merci François. Et maintenant, laissez-moi vous présenter les 3 co-organisateurs de l'événement. Je demande à Jean-Michel Dahan de venir. Alors Jean-Michel. Oui, tribune ou comme tu le souhaites. Donc Jean-Michel Dahan, vous êtes sous-directeur de la Direction générale des entreprises, mais aussi membre du jury. Oui. Alors, dites-moi, quel lien y a-t-il entre la Direction générale des entreprises et les Blue Ocean Awards? Il y en a plusieurs, mais on pourrait dire que le premier d'entre eux, c'est que nous avons été, dès l'origine, séduits par la démarche. Ce n'est pas un prix, une organisation simple, c'est une démarche pédagogique, c'est une réflexion sur l'innovation. Et cet élément-là, qui d'ailleurs est toujours présent, si vous avez ces livres, cette théorie, ce travail qui est permanent sur la réflexion de ce qui est vraiment la valeur et l'innovation, ce travail-là nous convainc et nous avons l'intention, en vous aidant, en faisant ce que nous faisons aujourd'hui, c'est-à-dire vous accueillant, de continuer à aider à ce que cette démarche permanente soit de plus en plus développée. Merci Jean-Michel. Maintenant, j'aimerais vous présenter Philippe Oster. Philippe, vous êtes directeur de la communication d'HEC Paris, membre du jury. J'ai cru comprendre que HEC Paris utilise la méthode Blue Ocean avec ses étudiants, n'est-ce pas? Bonsoir à toutes et tous. Oui, alors nous sommes des partenaires historiques de Blue Ocean Awards et c'est avec grande fierté que nous le sommes pour 3 raisons. Alors la première, vous l'avez dit, Blue Ocean Strategy a eu un impact sur la recherche, sur la sphère des études en management et sur la façon qu'on a d'enseigner la stratégie. Donc c'est un concept qui fait écho dans nos pratiques. Alors à HEC, l'innovation par la valeur, ça nous dit quelque chose et on l'applique par la méthode dite du learning by doing, l'apprentissage par le faire. Et nous aidons nos étudiants à trouver leur océan bleu.
La deuxième raison pour laquelle nous sommes partenaires, c'est que ça fonctionne. Ces pratiques pédagogiques fonctionnent. Nous avons désormais à HEC 20% d'étudiants entrepreneurs, 3 années après la diplomation. Et puis, je crois savoir qu'il y a quelques-unes de ces start-upers qui ont été primés dans des Blue Awards précédents, Advitam et Agorize pour ne pas les citer. Et enfin, les Blue Awards font écho à ce qui fait la stratégie de différenciation d'HEC, à savoir les 3 grands axes stratégiques que nous développons, qui sont l'entrepreneuriat. Il n'y a pas à HEC d'étudiants qui ne soient sensibilisés à l'entrepreneuriat. Nous sommes désormais en capacité d'accompagner 100% des porteurs de projets HEC. On a déployé notre capacité notamment au travers du nouvel incubateur basé à Station F. Et nous accompagnons désormais 100 startups de façon annuelle. Le deuxième axe stratégique, c'est la transformation digitale. Nous formons les acteurs de la transformation digitale en cours. Et le troisième, qui fait également écho au prix sociétal des Blue Ocean Awards, c'est la responsabilité sociale et sociétale. Alors HEC a aussi un peu mouillé la chemise cet après-midi lors des hackathons qui ont eu lieu, on en parlera plus tard, et avec 4 équipes qui ont pitché cet après-midi devant le jury. Merci Philippe. Donc maintenant, j'aimerais vous présenter Alban Héral. Vous êtes le fondateur des Blue Ocean Awards et vous êtes également directeur du pôle stratégie d'innovation d'Accessio. Expliquez-nous les origines de cet événement, s'il vous plaît. Oui, merci Dominique. Alors les origines de cet événement, c'est ça. C'est un bâton de relais, de course de relais. En fait, toute la philosophie des Blue Ocean Awards, elle réside là-dedans, dans le passage de relais. Passage de relais entre grands groupes et start-up. Passage de relais entre PME qui ont réussi ex-start-up et jeunes start-up, jeunes pousses, voire même étudiants comme à HEC qui sont en train de créer les projets de demain. C'est pour ça que ce soir, vous allez voir les mentors qui vont passer ce relais, donc qui symbolise le prix, Blue Ocean Awards, ce qu'on appelle les babies. Voilà, donc vous allez voir 4 catégories de prix ce soir. Les mentors, donc ce sont des ex-PME, voire même des grands groupes qui ont réussi. Vous allez voir les babies, qui sont donc des startups en train de trouver leur nouveau marché. Et puis le prix sociétal, comme a évoqué Philippe, qui sont là plutôt des entreprises, des projets qui visent la performance sociétale, donc qui visent à faire évoluer la société dans le bon sens. Et enfin, vous verrez le prix du jury qui a eu lieu cet après-midi à Caton, entre le Startup Launchpad d'HEC et le Blue Ocean Starter. Voilà les origines. Merci Alban, on applaudit Alban pour cette belle initiative. Alors, vous serez avec moi tout au long de cette cérémonie pour nous apporter votre regard d'expert sur les stratégies d'innovation. Que ce soit l'Open Innovation, le Lean Startup, le Design Thinking et bien sûr Blue Ocean. Justement, avec la sortie du nouveau livre, Blue Ocean Shift, que vous voyez présenté ici, René Mauborgne avait calé son tour du monde pour participer comme chaque année au Blue Ocean Award. Malheureusement, vu qu'il y a eu un petit décalage dans l'agenda de l'événement, elle n'a pas pu être parmi nous. Donc c'est un petit peu dommage, mais on a demandé à Marc de la représenter. Marc Beauvois-Collabon est partenaire du pôle stratégie d'innovation de chez Accessio. Je demande donc à Marc de venir nous rejoindre sur scène. Bonsoir Marc. Bonsoir. Alors, vous avez la lourde tâche de représenter René ce soir. Oui, je vais parler au téléphone et elle m'a demandé de parler de 2 points qui sont dans le livre, qui, je rassure les lecteurs français, la version française est sortie cette semaine. Donc, pour ceux qui ne veulent pas lire 160 pages en anglais, il y a un livre en français qui est disponible mais dans toutes les bonnes librairies. Alors, elle m'a demandé d'illustrer 2 points qui tournent autour de la disruption et de la technologie. C'est bon. Arrière. Sur qui me borne. Voilà.
Donc, alors, ce qu'il faut vous expliquer, c'est Kim et Mo Borgn, ce sont deux professeurs-chercheurs. Il y a différents types de professeurs. Fondamentalement, ils passent beaucoup de temps à faire de la recherche et en ce moment, bien entendu, assurer la promotion du livre qui est sorti, livre anglais en septembre, et puis s'enchaîne, comme la version française, d'autres versions en langue étrangère. Et c'est une caractéristique de Blue Ocean Strategy qu'il est important de saisir, c'est que ce n'est pas un livre qui a été écrit parce que les gens avaient envie d'écrire un livre, c'est un livre qui est véritablement fondé sur 20 ans de recherche de personnes. Alors, j'ai eu le plaisir de travailler dans les premiers jours de cette recherche avec Kim et Mo Borgn, et c'est probablement un peu pour ça qu'ils m'ont demandé de les représenter. Alors la première chose sur laquelle je devrais... Oui, ça c'est pas moi. Voilà, encore. Merci. Alors, moi je suis ingénieur de formation, et dans le livre, il est dit qu'une des vérités les plus rudes à entendre pour un ingénieur, c'est que le succès ou l'échec est rarement déterminé par la qualité de la technologie. Alors, je voulais un peu insister là-dessus parce que, en particulier en France, on a tendance à associer les deux. Quand on regarde les financements, c'est beaucoup plus orienté sur des développements technologiques que des développements qui vont être du type stratégie sans bleu, qui sont des réflexions stratégiques pour développer de nouvelles activités dans lesquelles il y a un contenu technologique qui n'est pas forcément très fort ou qui est des fois quasiment nul. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la science économique, depuis très longtemps, nous a expliqué que l'innovation technologique et la R&D, c'était des piliers fondamentaux de la croissance. Alors, je pense que c'est vrai au niveau macroéconomique, mais au niveau microéconomique, on s'aperçoit que c'est un peu différent, c'est-à-dire au niveau de l'entreprise. Et moi, en termes de consultant, c'est les aspects microéconomiques qui me passionnent plus que les aspects macroéconomiques. Alors, si on peut illustrer ça de différentes manières, si on regarde sur les 10 dernières années les dépenses de recherche technologique de Microsoft et d'Apple, il y a une différence énorme. Microsoft dépense beaucoup plus d'argent. Si l'on regarde sur les 10 dernières années où s'est fait la croissance de marge la plus importante, elle est du côté d'Apple. Donc, ça montre que dans des grandes sociétés, effectivement, il n'est pas tout à fait certain que l'innovation technologique soit le nerf de la guerre. Alors, j'ai cité d'autres entreprises. Peut-être vous connaissez Segway, c'est un petit engin là qu'on utilise pour se déplacer, qui est utilisé à certains endroits plutôt par des touristes. Ce qu'il faut savoir, c'est Segway, quand ça a été créé, ils avaient promis qu'au bout de 6 mois, ils allaient atteindre leur point mort. Segway a été revendu 8 ans plus tard et ils avaient perdu de l'argent pendant 8 ans. Et c'était basé sur une technologie extrêmement astucieuse. Par contre, l'environnement de l'écosystème n'avait pas du tout été prévu. C'était un engin qu'on ne pouvait pas emmener au bureau ou chez soi très facilement. Je vais vous citer une autre entreprise, je suis certain que vous n'avez jamais entendu parler, bien qu'aux États-Unis, elle ait eu, quand elle a sorti son produit, les prix les plus prestigieux en termes d'innovation. C'est une société qui s'appelle TiVo. Cette société avait inventé pour déplacer le DVD le magnétoscope numérique. C'est quelque chose qui n'a jamais vu le jour. À nouveau, une idée qui est fondamentalement basée sur une invention technologique. Alors pourquoi il y a un échec assez fréquent de ces startups ou ces entreprises qui se lancent dans la technologie? Alors l'excuse facile, c'est qu'ils étaient trop en avance sur leur temps. Ça peut être vrai, mais c'est rarement le cas. En général, ils ne sont pas en adéquation avec leur écosystème. C'est-à-dire qu'ils ont pensé une technologie, mais ils n'ont pas pensé aux briques qu'il faut mettre autour de cette technologie pour assurer son succès commercial. Ou, au lieu d'apporter de la simplicité, ce qu'on aime beaucoup dans Stratégie Océan Bleu, ils apportent de la complexité. Alors nous, ce qu'il faut savoir, c'est que l'innovation valeur, qui est la brique fondamentale de Stratégie Océan Bleu, c'est une réflexion sur la valeur apportée au marché et non pas sur la technologie. Je l'ai rappelé ce matin, dans une réflexion de type Stratégie Océan Bleu, on considère que l'on part de zéro, c'est-à-dire on ne considère pas que l'on part de son savoir-faire technologique. Le nerf de la guerre, c'est de créer un nouveau marché en créant un bon fabuleux de valeur pour, en particulier, nos clients et les clients. Et la technologie passe après. L'idée, c'est qu'en technologie, on arrivera toujours à passer. Et mon expérience de 20 ans d'avoir mené des projets Océan Bleu avec des clients, je peux vous garantir que jamais on a eu un blocage sur la technologie. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'on a sorti des produits, des offres de temps en temps qui étaient imités relativement facilement. Et ça tient plus au caractère de l'industrie. Alors, le deuxième point sur lequel René m'a demandé d'insister, ça tourne autour d'un mot qui est devenu très à la mode, qui est le mot de disruption, qui en fait est lié à des travaux par un professeur de Harvard qui s'appelle Christensen et qui a parlé de la création disruptive. La création disruptive, elle a plusieurs caractéristiques, dont les deux plus importantes, c'est que
Ça évince une technologie existante, donc on remplace une technologie par une autre, on remplace des petites mains par un ordinateur, ou ça évince une offre existante. Donc à chaque fois, dans la création disruptive, c'est on tue quelque chose pour créer quelque chose de neuf. Alors un des exemples les plus faciles à comprendre, c'est la photo numérique, qui a quasiment tué la photographie argentine, et Kodak est quasiment disparu à cause de ça. Ça, c'est la création disruptive. Une des découvertes qui est importante de Kim et Moberg, c'est à côté de la création disruptive, il y a la création non disruptive. Alors, je vais vous citer 2 exemples. Est-ce que Viagra a déplacé un autre marché? Non. Ils ont créé un nouveau marché par eux-mêmes. Aujourd'hui, aux États-Unis, il y a une industrie qui a été créée, qui est celui du life coaching, des gens qui viennent aider les gens à vivre une vie heureuse. Et je peux vous garantir que ça représente déjà un marché de 2 milliards de dollars aux États-Unis en l'espace de quelques années. Ça va envahir progressivement la France. Comme vous le savez, on a toujours un retard, pour avoir de complexe. Mais c'est le système qui veut qu'en France, on ait un retard sur les États-Unis. Donc vous pouvez vous attendre effectivement qu'il va y avoir un développement de cette activité aux États-Unis. Je ne parle pas des coachs de l'entreprise, je parle vraiment des coachs pour les particuliers. Alors derrière ça, Kim et Moberg se sont rendus compte qu'il y avait 3 stratégies créatrices de marché telles qu'elles sont représentées là sur le slide. Il y a d'abord la solution révolutionnaire, celle qui est plus de la disruption. Alors le CD est un bon exemple puisqu'il avait déplacé le vinyle. Alors ce qui est extrêmement intéressant de regarder sur le CD, c'est qu'aujourd'hui, il est déplacé non pas par une technologie différente, mais un autre type d'acteur comme Deezer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne stocke pas chez soi des CD et sa propre bibliothèque, mais on la loue chez Deezer, qui a une bibliothèque absolument immense, et donc on paye un droit d'accès. C'est pour vous montrer qu'effectivement, en termes de technologie, là, il n'y a pas eu d'apport technologique fort. Il y avait une grosse différence entre le vinyle et le CD. Et là, il y a eu des batailles entre Sony, Philips, etc., pour définir quelles étaient les normes du CD. Les acteurs tels que Deezer, ils sont arrivés sans inventer de la technologie. Ensuite, il y a une deuxième manière qui est de l'autre côté, c'est détecter et résoudre un problème. Viagra est un exemple. Et il y a tout un univers dans lequel il y a beaucoup de choses à faire. J'ai un peu travaillé sur le sujet autour de la vaccination. Il y a d'immenses opportunités. C'est les milliards de pauvres qui existent sur Terre. Et une offre comme Grameen Bank qui a inventé les microprêts est un exemple que l'on peut réussir effectivement sur ce marché qui est absolument immense. C'est un marché qui est très délaissé. Je pense que par rapport à certaines régions d'Asie, à certaines régions d'Amérique du Sud et à l'Afrique, il y a des marchés qui vont être en croissance énorme sur lesquels il faut aller. Et je souhaiterais que chacun d'entre vous puisse s'interroger par rapport à ces marchés-là. Il y a vraiment des choses à faire qui sont extraordinaires. L'Inde est extrêmement bien placée sur ces marchés parce que son marché est à côté d'eux. Donc c'est plus facile à eux pour réfléchir. Mais ça doit vraiment offrir des opportunités pour des entreprises occidentales. Et puis, il y a une troisième manière de faire, j'en ai parlé ce matin, c'est redéfinir un marché existant. Et le cas du Cirque du Soleil est intéressant parce qu'ils ont associé le meilleur du cirque et le meilleur de la comédie musicale pour créer quelque chose de nouveau. Et par rapport à ce qu'ils ont créé aujourd'hui, ils ont 40 troupes qui sillonnent le monde pour jouer leurs différents numéros et leurs différentes pièces qui sont différentes ou similaires de pays à pays. À nouveau, si vous me demandez s'il y a une technologie derrière, il n'y a pas de technologie derrière. Donc voilà les messages que René m'avait demandé de vous transmettre. Et à nouveau, ce que je vous encourage à lire le nouveau livre. Alors il est intéressant, et je voudrais le préciser, c'est que le premier livre, c'était un ouvrage qui était basé sur de la recherche. C'est-à-dire que les exemples qui sont dans le premier livre, c'est des gens comme un peu M. Jourdain ne savaient pas qui faisait de la stratégie Océan Bleu. Donc c'est des exemples de recherche qui ont permis d'établir les concepts et de construire les outils de stratégie Océan Bleu. Ce nouveau livre est complètement différent. Il bénéficie, moi, depuis 20 ans, je travaille avec des entreprises, donc il bénéficie d'un stock assez énorme de pratiques Océan Bleu par les entreprises ou par des organisations publiques, et il traduit effectivement le comment, mais qui est appliqué sur des cas réels de gens qui ont utilisé Océan Bleu. Donc il est extrêmement complémentaire du premier livre. Alors tout ce que je peux vous dire, c'est que la première édition en anglais était épuisée avant qu'elle sorte, parce qu'il y avait du pre-ordering qui a été fait, et bien qu'il s'attendait à un succès, l'éditeur qui achète en l'occurrence aux États-Unis, a été un peu surpris par le succès du livre. J'espère qu'il va se passer la même chose en France. Voilà ce que je voulais transmettre. Oui, Marc, merci. moi je voulais te poser une petite question en complément pour ceux qui n'ont pas eu la chance de suivre en fait ton intervention de ce matin, avec notamment Agnès Lombois de SEB.
Voilà, est-ce que tu pourrais nous résumer les 3 grands principes, on va dire, de stratégie Océan Bleu? Alors, ce que j'ai expliqué ce matin, c'est que dans un marketing classique, on a tendance à travailler dans ce qu'on s'appelle un océan rouge et pas un océan bleu, c'est-à-dire qu'on fait face à une concurrence. Il y a des outils de marketing classiques pour gérer des lignes de produits, des offres. Et Stratégie Océan Bleu renie pas ça, mais Stratégie Océan Bleu a été inventée pour créer une croissance forte et rentable, et de créer ces océans bleus, ces nouveaux marchés, ces nouveaux espaces marchés. Et ça demande des approches et un mode de pensée qui est complètement différent. Et la première chose qui est toujours surprenante quand on fait travailler les gens sur Stratégie Océan Bleu, c'est la notion de client et de non-client. Alors par définition, le client, c'est quelqu'un qui achète vos produits. Alors même si vos produits ont un défaut, même s'ils ne sont pas tellement faciles à utiliser, ils considèrent qu'ils ont suffisamment de valeur pour les acheter. Et la plupart des entreprises sont obnubilées par effectivement répondre aux attentes du client. Je pense que c'est bien. Je pense que ça représente une bonne partie du chiffre d'affaires. Ceci étant, ce qui est absolument essentiel, c'est d'aller interroger les non-clients, parce que les non-clients, ils ont des raisons pour ne pas acheter vos produits. Et donc, assez souvent, quand on veut inventer des nouvelles offres, il faut aller parler à ces non-clients. Nous, dans nos systèmes et dans ce qui est décrit dans le livre, il y a effectivement une phase d'exploration. Cette phase d'exploration, elle est très centrée sur le non-client, comprendre quels sont les blocages. Alors, des non-clients, il y en a de 3 sortes. Il y a les imminents, c'est ceux qui utilisent un peu les offres, mais qui sont prêts à se retirer du marché, à aller vers d'autres solutions pour répondre à leurs attentes. Ensuite, il y a les anti, c'est ceux qui ne veulent pas entendre parler du tout de l'offre. Ils sont en général, c'est facile à identifier. Et grâce à Internet maintenant, il est plus facile effectivement de comprendre leurs récriminations, parce que c'est des gens qui parlent pas mal sur le net. Et puis enfin, il y a les inexplorés, les gens auxquels on ne pense pas. Ce matin, j'ai parlé de Nintendo et de la Wii. Jamais les gens qui sont dans les consoles de jeux n'avaient pensé d'aller interviewer des seniors, de savoir pourquoi effectivement les gens du 3e âge n'étaient pas intéressés par les jeux vidéo. En le faisant, Nintendo, en allant voir les parents qui n'avaient jamais voulu acheter des consoles à leurs enfants, ils ont effectivement essayé, ils ont compris ce qui étaient les problèmes des consoles de salon, et c'est comme ça qu'ils ont inventé la Wii. Alors vous me direz, après, ils n'ont pas tellement appris, parce qu'ils ont sorti une console qui s'est vendue seulement à 10 millions d'exemplaires, mais c'est effectivement en faisant ce genre d'exploration qu'on arrive à générer des idées et d'identifier surtout les pain points, avoir les insights sur les pain points du marché. Il y a un deuxième aspect de Stratégie Océan Bleu qui est important, c'est la notion que pour créer une offre divergente, nous on ne parle pas de différenciation, on parle de divergence qui est beaucoup plus fort. La différenciation, c'est un terme de marketing classique. Il y a 4 étapes à franchir, et elles sont à franchir avec un cycle et un ordre précis. Alors la première chose qu'il faut, c'est éliminer des standards de l'industrie, c'est-à-dire de regarder, décomplexifier, casser des standards de l'industrie. Donc c'est la première chose à faire. La deuxième chose à faire, c'est réduire des standards de l'industrie. Et c'est une fois effectivement qu'on a éliminé et réduit qu'on a le droit d'augmenter et de créer. Alors les 2 premiers pas sont extrêmement importants parce qu'ils ont un objectif de simplification. Souvent les offres Océan Bleu, c'est pourquoi n'y a-t-on pas pensé avant? Et le fait d'éliminer et réduire, ça permet de réduire les coûts et donc de créer un volume de marge que l'on peut utiliser de 2 manières. Soit on élimine et on augmente et on crée. Donc on crée une certaine valeur, mais en simplifiant, on a déjà créé de la valeur pour le marché. On peut choisir de garder le volume de marge ou de sortir des produits qui effectivement peuvent attaquer le marché en ayant d'un côté de la valeur et des coûts faibles. C'est cette notion qui est très importante dans Stratégie Océan Bleu, c'est qu'on ne sait pas ou l'un ou l'autre, c'est-à-dire c'est pas une stratégie de différenciation, une niche dans laquelle on augmente la valeur pour un segment du marché, et d'un autre côté, on a une stratégie à bas coût. La stratégie Océan Bleu, c'est effectivement un art de combiner les 2. Alors enfin, il y a le 3e message que je voulais passer pour ceux qui ne m'ont pas écouté ce matin. Si tu peux passer au slide suivant. Une peine de zapette. Ah, voilà. Hop. Attends. Ouais, en régie, on a un petit problème de zapette. Hein. Pour la troisième chose dont je voulais vous parler et terminer par ça, c'est que dans tous les exemples qui vont être primés ce soir, on a demandé à tout le monde de construire. Voilà, on va y arriver. Non ? Voilà.
Alors, on a demandé à tout le monde de présenter cette matrice qui résume ce qu'est un océan bleu. Donc, on leur a demandé de préciser la proposition de valeur, faire comprendre quel est le potentiel de marché, parce que c'est bien d'inventer des choses, mais il faut les vendre, et donc c'est intéressant de comprendre quel est le potentiel du marché, de lister quels sont les non-clients, puis ensuite de nous expliquer quel est l'océan rouge de départ, qu'a-t-on éliminé, qu'a-t-on réduit, qu'a-t-on augmenté, qu'a-t-on créé. Donc sur toutes les offres que vous allez voir ce soir, on va vous présenter cette matrice remplie. Parfait. Merci Marc. Je ne m'éloigne pas parce que je... Non, effectivement, Marc va rester avec nous parce qu'il va remettre au lauréat le livre Blue Ocean Shift qui est dédicacé par les 2 auteurs. Alors, on peut applaudir Marc, je pense. Hein. Bravo Marc. Top. Alors, mentor. Alors, on va tout de suite découvrir ces fabuleuses entreprises dont il faut s'inspirer. Celles qui ont été créées et développées leur propre marché Océan Bleu. Pour cela, nous allons commencer par les mentors. Et pour nous aider à les remettre, merci d'accueillir 4 membres du jury de cette année. Laure Reinhardt, qui est directrice des partenariats innovation de BPI France. Laure. Vincent Richard, managing partner de B1 Partners. Et Alain Melon, directeur chez Hewlett Packard Entreprises. Et enfin, Jean-Michel Dahan qui va revenir, qui est toujours le sous-directeur de la DGE. Je vous accueille tous à nouveau sur scène. Alors Marc, expliquez-nous ce que sont les mentors. Les mentors, ce sont des startups qui ont réussi à inventer un nouveau marché. Alors quand je dis les startups, ça peut être des grands groupes, parce que vous allez voir que notre premier gagnant, ce n'est pas une startup, mais c'est quelqu'un qui a réussi à créer un nouveau marché, qui a réussi à maintenir ce nouveau marché depuis maintenant 10 ans. Et c'est qui alors? Dites-nous. C'est le groupe SEB, pour lequel j'ai eu le plaisir de travailler. Et vous avez vu ce matin ou à midi, vous avez pu manger des frites grâce à l'Actifrae. Et donc, on va remettre ce premier prix au groupe SEB pour le produit Actifrae. Laure? Oui, bah écoutez, moi je vais appeler sur scène accueillir donc Agnès Lombois. Agnès Lombois est vice-présidente marketing cooking et sa collègue Valérie. Valérie n'est pas là. Ah, voilà. Alors Valérie, c'est dommage parce que Valérie était responsable du marketing tout au long du projet Actifrae, qui est la photo. Un petit temps de pause de photo. On peut laisser la musique, hein, c'est top. Donc Laure Reinhardt, directrice partenariat chez BPI France, qui est donc membre du jury historique. Peut-être nous dire un petit mot sur ton expérience depuis 4 ans sur le jury des Blue Ocean Awards. Oui, merci. Alors effectivement, moi je suis membre du jury avec très très grand plaisir. J'ai vu ce jury d'abord prendre de la maturité tout au long de ces différentes années. Ce qui est frappant, c'est que ce processus permet d'identifier, de mettre en valeur des entreprises un petit peu particulières qu'on ne voit pas forcément sous cet angle-là. Et je peux vous dire que chez BPI France, on reçoit beaucoup d'entreprises tous les ans. Et c'est toujours quelque chose de plus qu'ont ces lauréats. Et on le remarque parce que c'est finalement des entreprises qui surperforment dans leur vie et dans leur développement. Voilà. Merci Laure. On va appeler tout de suite le second. Vas-y, je t'en prie. Donc c'est Vincent. Oui. Donc Vincent. Donc c'est le service B2B. Là, on sait seulement en 2016. C'est le premier traiteur qui fait appel à des artisans de son quartier. Marc, l'annonce. Bravo, on applaudit. Monbanquier.fr.
Voilà. Ensuite, je passe la parole à Jean-Michel Dain, qui va nous parler du prochain. Tu peux dire qui c'est? Bah, non, je ne sais pas, mais je garde... Ça serait bien ou on garde le parce secret? que vous avez remarqué, j'ai enlevé le panneau d'enfants non accompagnés que l'organisation nous a affligé toute la journée et que je trouve pourtant très génial parce qu'il est gros et c'est notre prénom qui est en premier. Mais enfin, c'était juste pour montrer que l'innovation peut porter sur beaucoup de choses. Enfin, au bout d'un moment, on a l'impression qu'on est vraiment isolé. Alors, donc... Qu'est-ce qu'ils apportent, ces lauréats? Le lauréat qui va venir? Oui. Bah, ce qu'ils apportent, c'est un thème d'actualité, qui est le sujet de la lutte contre le dérèglement climatique, le gaz à effet de serre. Je crois qu'on commence à voir arriver le gagnant, non? Je pense. Alors Marc, quel est le gagnant? Quel est le lauréat? Eh ben, j'appelle Eric Elkheim, le fondateur de Alert Gazoil. Bravo Eric. Immortalisation du grand moment. Et Eric qui vient de Marseille, avec toute son équipe exprès de Marseille. Bravo Eric. Alors Alain, vous allez nous parler de qui donc? Alain? Alors, moi, je suis obligé de parler Hewlett-Packard d'entreprise. Hewlett-Packard d'entreprise. Je suis obligé de parler d'entreprise qui utilise le numérique. Et donc, ils ont inventé une monnaie ou une crypto-monnaie qui est aussi souple que le Bitcoin et aussi stable que les lingots d'or. Qui c'est? Donc, Marc, on appelle Veracash. Comment on a... Voilà le bâton à donner. Je donne le livre. Et on accueille Jean-François Faure, son président. Voilà. Merci. Donc maintenant, j'ai demandé au jury de quitter la scène et à nos lauréats de s'asseoir ici, de prendre position. Les mentors qui ont passé le relais au baby. Alors, on va lancer une première vidéo, Alban? Oui, tout à fait. Vidéo de Seb. C'est bon, on peut lancer la vidéo en régie. Top vidéo pour Seb. Elle est là. Et si vous mangiez des frites sans culpabiliser? Actifry Express de Seb, avec une seule cuillère d'huile et grâce à sa technologie exclusive, préparez des frites rapidement et bien d'autres délicieuses recettes. Bonjour à tous, donc Agnès Lambois, je suis la directrice marketing stratégique du pôle cooking au sein du groupe Seb. Comme vous l'avez vu sur la publicité, je suis venue vous parler d'Actifry de Seb, qui a bénéficié de la stratégie Océan Bleu, qui est un océan bleu pour Seb. Alors on va se remettre, pour ceux qui n'ont pas suivi la présentation ce matin, on va se remettre en 2003. Seb est leader des friteuses classiques, mais se heurte on enchaîne beaucoup de crises. On a une usine en Bourgogne qui ne va pas très bien, les volumes sont en baisse, le prix moyen est en baisse et toute l'innovation sur ce secteur est une innovation purement technique. Et on va arriver avec Actifry avec une innovation qui est radicalement différente parce qu'on passe pour un industriel comme Seb d'un raisonnement purement technique où on travaille sur le joint, où on travaille sur les odeurs, à un travail sur le résultat culinaire en se disant on va inventer la frite avec très très peu d'huile. Et c'est Actifry qui est une saga formidable puisqu'Actifry a été lancé en 2006, toute fin 2006, donc on est plus de 10 ans après. Et je vais vous montrer les chiffres, c'est assez spectaculaire à voir.
ActiFry, c'est une offre qui repose sur 3 piliers. C'était le slide juste avant, s'il y a moyen. Voilà, pardon, de revenir en arrière. C'est une offre absolument unique parce qu'elle repose sur 3 piliers. La nutrition, le plaisir et la praticité. La nutrition, je l'ai dit, chez Seb, on était de très très bons fabricants de friteuses classiques, mais on a dû radicalement changer de paradigme pour se dire finalement, comment ça se cuit une frite? C'est quoi une bonne frite? Et finalement, l'huile dans le processus d'une friteuse classique, ça sert à quoi? Donc on a dû vraiment se remettre en question dans le cadre de cette stratégie pour arriver à créer une frite qui est vraiment le vrai goût d'une vraie frite avec seulement 3% de matière grasse. Et ça, on a des preuves, c'est le slide juste après, on a... Voilà. Alors, en termes de frites, c'est la même. Si on revient sur le slide, c'est exactement la même qu'une frite cuite dans une friteuse classique à 19% de matière grasse. En revanche, dans ActiFry, elle est faite avec une seule cuillère d'huile qui est devenue vraiment l'icône, l'emblème du produit. Et vous avez à droite sur le slide la monographie qui est vraiment le support scientifique puisqu'on a vraiment fait mesurer l'huile que vous aviez dans votre frite. Deuxième pilier de l'offre, c'est le plaisir. On est revenu à des fondamentaux du groupe Seb. Le succès de l'autocuiseur, c'était le livre de recettes qui l'accompagnait pour vous inspirer. Même chose pour la friteuse. Vous êtes là sur une friteuse qui a un prix de lancement à 199 €, quand le prix moyen du marché est aux alentours de 49-50 €. Donc on est à 4 fois le prix, il faut le justifier. Donc on fait des frites, mais on ne fait pas que des frites, on fait énormément d'autres plats. Et pour vous donner cette inspiration et vous aider dans l'accompagnement des recettes, c'est le livre de recettes. Troisième pilier de l'offre, ça va être la praticité. Et là intervient vraiment le design, c'est de dire, on a travaillé une pâle, on a travaillé une cuillère d'huile, il faut vraiment que le consommateur le voit en rayon. Donc vous voyez l'avant-après. Avant, c'était une friteuse qui ressemblait à une friteuse classique, justement. Et avec ActiFry, on a fait aussi ce pas en design, de dire on va jouer la transparence pour mettre en avant et notre pâle de remuage qui permet la distribution d'huile et la cuisson homogène des frites, et la cuillère d'huile. Alors on en est aujourd'hui, 10 ans après, à la 3e génération d'ActiFry, que vous avez pu découvrir en avant-première si vous étiez là au déjeuner, qui sera lancée en mars 2018. Ce sera l'ActiFry Genius, où on travaille encore sur justement la technologie créée à cette occasion, qui est la pâle et l'air chaud qui cuit la frite à la place du bain d'huile. Quand on regarde en termes de résultats, voilà. ActiFry, c'est un succès mondial. On a vendu plus de 10 millions d'ActiFry à travers le monde. Et si je me recentre sur la France, c'est la création d'un marché seulement en France, déjà seulement en France, de 20 millions d'euros. Marché sur lequel Seb a aujourd'hui plus de 90% de part de marché. Nous avons vendu sur le marché français plus de 2,3 millions d'ActiFry à date, équipé 10% des foyers. Et ce qui est le dernier chiffre dont nous sommes le plus fiers peut-être, c'est que cette usine bourguignonne, elle est toujours là. C'est l'usine d'Is-sur-Tille qui a fabriqué ces 10 millions d'ActiFry. Et avec ActiFry, on est sur une innovation 100% française et sur une fabrication 100% française à laquelle le groupe Seb tient énormément. Je vous remercie et je vais passer à la matrice. Si la technologie veut bien. Voilà. Donc, comme je le disais, la proposition de valeur sur ActiFry, c'est 1 kg de frites croustillantes, donc des frites, les mêmes frites que celles que vous avez dans une friteuse classique, mais avec une seule cuillère d'huile. Donc, on partait d'un marché de 50 millions d'euros sur les friteuses classiques et on a ajouté, créé vraiment de toutes pièces un marché additionnel de 20 millions d'euros sur lequel le groupe Seb a 90% de part de marché. Alors, qui étaient les non-clients? Toutes les personnes qui n'utilisaient pas une friteuse. Ils n'utilisaient pas une friteuse parce qu'ils disaient la friture c'est gras. Premier frein. Ils n'utilisaient pas une friteuse parce qu'ils disaient la friteuse bain d'huile classique, c'est extrêmement, ça laisse des odeurs, donc on va dire que ça sent vraiment la frite dans ma maison ou dans mon appartement 2 jours après avoir fait de la friture, c'est pas possible. La gestion de l'huile, c'est complexe. Qu'est-ce que je fais avec mes 3,5 litres d'huile? Comment est-ce que je les stocke? Comment est-ce que je les utilise pour une friture de poisson une fois, pour une friture de pommes de terre ou une friture sucrée une autre fois? Et puis, ça peut être dangereux parce que 3,5 litres d'huile utilisées pour une friture qui sont chauffées à 170 degrés, forcément, vous éloignez vos enfants. Alors, si on reprend la matrice, qu'est-ce qu'on a éliminé? On a éliminé le bain d'huile. Pour tout vous dire, au tout début sur ActiFry, on voulait complètement supprimer l'huile. On s'est dit, on va remplacer l'huile par l'air chaud pour cuire la frite.
Et puis on s'est rendu compte que finalement, il fallait quand même un petit peu d'huile, ça s'appelle la réaction de Maillard, pour pouvoir colorer la frite. Mais on a juste la cuillère d'huile, on a supprimé le bain d'huile. On a supprimé tout ce qui était le risque lié à cette gestion de l'huile et on a supprimé tout ce qui était réglage de la température. On a réduit bien sûr le nombre de calories par frite. Vous l'avez vu, on est passé de 19% de matière grasse dans la frite à 3%. On a réduit la quantité d'huile à une seule cuillère. Et puis alors, qu'est-ce qu'on a augmenté? On a augmenté la praticité. Finalement, vous avez une friteuse avec très peu d'huile où vous n'avez plus à gérer l'huile, vous n'avez plus d'odeur. Vous avez une sécurité totale, hein, les enfants peuvent vraiment s'approcher sans risque. Et puis on a accru la polyvalence également, puisqu'on ne fait pas que des frites, on fait grâce à notre livre de recettes bien d'autres recettes. Et vous avez pu tester à midi la dinde aux 3 poivrons qui fait partie du top 5 des recettes d'Actifry. Et puis qu'est-ce qu'on a créé? C'est le vrai goût de la frite avec seulement 3% de matière grasse. Donc on n'a rien rogné sur le goût de la frite. Et c'était ça qui était clé dans notre innovation, c'est de dire il faut qu'on qualifie ce qu'est le vrai goût de la frite, mais avec seulement 3% de matière grasse. Voilà pour l'innovation Seb Actifry. Merci beaucoup. Super. Merci Agnès. Moi, j'ai une question pour vous Agnès. Oui. Vous avez montré les chiffres qui sont quand même assez impressionnants. Actifry existe depuis 10 ans. Et depuis 10 ans, vous avez su garder votre océan bleu, puisque vous avez 90% de part de marché en France. Est-ce que vous avez voilà, une astuce, une bonne idée, comment vous avez fait pour garder ce marché océan bleu pendant 10 ans? Alors je dirais que l'innovation est clé, mais c'est vraiment cette innovation qui crée de la valeur pour le consommateur. Ce n'est pas l'innovation pour l'innovation, c'est de dire je vais changer justement ce qu'on faisait peut-être sur les friteuses classiques trop avant la création d'Actifry, une innovation technique. Là, on a vraiment, au fur et à mesure des générations d'Actifry, apporté des bénéfices supplémentaires pour le consommateur. Des bénéfices en termes de capacité, puisqu'on a décliné une Actifry plus grande, des bénéfices en termes de vitesse avec une Actifry plus rapide, et des bénéfices en termes de polyvalence, qui sera la 3e génération d'Actifry, où on enrichit encore le panel de recettes que vous pouvez cuire avec Actifry. Donc c'est vraiment l'innovation au service du bénéfice consommateur. Très clair, merci. Merci Agnès. Alors peut-être une dernière question sur Twitter. Dominique, est-ce qu'il y a des questions? Oui, j'ai 2 questions en fait. Une assez humour, c'est est-ce que vos frites ont le même goût que les frites belges? La deuxième, c'est est-ce que vous avez réfléchi ou vous travaillez sur peut-être un Actifry pour les petits restaurants où les frites sont souvent très grasses et pas bonnes? Alors, on est groupe Seb sur de petit électroménager, mais pour la maison. Donc, on n'est malheureusement pas fournisseur en B2B pour des professionnels, mais ça peut être une idée. Voilà. C'est une très bonne idée, ça. Merci. Merci Agnès. Donc maintenant, on va passer à une vidéo. Vidéo Mon Banquet. Vidéo. Mon Banquet, c'est le traiteur de qualité pour les entreprises et les associations. Pour tous vos événements en entreprise, nous vous proposons des banquets de qualité à partir de 3 € par personne. Nous travaillons avec des boulangers-pâtissiers, fromagers, charcutiers, cavistes, avec qui nous avons créé une offre de qualité artisanale dédiée à l'événementiel. Et Mon Banquet s'occupe de l'ensemble de l'expérience client, depuis la création des menus jusqu'à la réussite de l'événement, en passant par la logistique et le service si nécessaire. Bonsoir à tous, je suis Hugo Rivière, donc l'associé de Maxime que vous avez vu dans la vidéo. Et, je suis ravi de venir vous présenter notre start-up ce soir. En fait, Mon Banquet, ça a été créé en janvier 2016 avec à la base un constat qui est qu'aujourd'hui, un organisateur d'événements, quand il doit faire le choix de son traiteur, il fait face à un dilemme de taille. C'est-à-dire que d'une part, il a une offre relativement industrielle qui va lui permettre de préserver et de respecter son budget, avec des goûts et des saveurs parfois discutables. Et de l'autre côté, il a des services très qualitatifs, mais souvent très onéreux et très peu flexibles. Et du coup, entre les deux, nous, Mon Banquet, on a choisi de développer une vision qui est la suivante, qui est de réinventer l'expérience du traiteur pour réinventer ce réflexe traiteur en mettant les nouvelles technologies au service des savoir-faire de nos artisans locaux. Et donc,
Tout d'abord, c'est que c'est une proposition de valeur pour les clients, pour les convives de tous les événements, qui est de leur apporter la convivialité, de contribuer à la réussite de chaque événement. Avec tout d'abord des produits de qualité qui sont 100% artisanaux, réalisés le jour même par des artisans locaux sélectionnés par nos soins. Ensuite, c'est une expérience d'achat simplifiée avec une saisie de la demande en ligne, un traitement de la demande réactif. Et en quelques clics, vous pouvez avoir une offre adaptée à vos besoins avec une flexibilité énorme. C'est un panel d'options qui forcément démarre par une brique de base qui est la nourriture, à laquelle on va pouvoir ajouter les boissons soft, alcoolisées, la verrerie, le service à la carte. Et ensuite, c'est des tarifs accessibles avec dès 3 € par personne, une expérience qui n'est pas dégradée et des produits de qualité pour tous les organisateurs d'événements. Et donc pour soutenir cette proposition de valeur, on a fait appel à des artisans locaux, comme je l'ai dit. Et ces artisans locaux, en fait, comme vous le voyez sur la carte, ça c'est l'état à peu près de notre réseau du maillage qu'on a réalisé à Paris. On a l'équivalent à Lyon, on est opérationnel depuis juin 2016. Et donc ces différents savoir-faire à qui on va donner accès à un nouveau marché, en fait. Et ce nouveau marché, il va d'abord se baser sur leur savoir-faire et leur outil de production au quotidien. Mais on va accompagner chacun de ces artisans partenaires qu'on va sélectionner en leur permettant de renouveler leur offre pour l'adapter aux contraintes de l'événementiel. Et donc ça veut dire que c'est des consignes de dressage, c'est des nouveaux formats, c'est des nouvelles recettes. Et on va, avec ce réseau-là, créer une émulation qui va nous permettre d'avoir des produits bons, simples et même créatifs pour les plus brillants d'entre eux. Ensuite, pour chacun de ces artisans, c'est une notoriété qui est inédite parce qu'on est les seuls à leur permettre de dépasser les frontières physiques de leur boutique. C'est des commerces locaux et donc on va leur permettre de faire déguster leurs produits par des centaines de convives chaque semaine et chaque mois. Et de façon très concrète, ensuite, c'est des revenus réguliers avec un supplément de chiffre d'affaires pour des boutiques qui sont souvent un peu cantonnées à leur rayon de chalandise classique, de l'ordre de 5 à 15%, donc ce qui représente quelque chose de significatif pour eux. Et donc, pour relier cette proposition de valeur qu'on fait aux convives et aux organisateurs d'événements, et ce qu'on propose à nos artisans partenaires, et ben, au milieu de tout ça, il y a la technologie. Et elle intervient sur toute la chaîne de valeur que vous voyez ici. D'abord, c'est pour la saisie de la demande et aller capter le besoin et les contraintes de chaque organisateur d'événements. Ensuite, ça va être des algorithmes. Donc ça, c'est via notre site web principalement. Ensuite, ça va être des algorithmes qui vont nous permettre, par rapport à ces contraintes-là, de faire coller les bons artisans et les bons produits et d'avoir donc une offre adaptée rapidement sur mesure. Et ensuite, c'est un logiciel de coordination qu'on a développé chez nous qui va nous permettre d'aller transmettre automatiquement tous les bons de commande à nos artisans partenaires, leurs factures également, et de transmettre les consignes de coordination à nos partenaires de course. Et finalement, il y a une dernière brique, c'est les feedbacks qu'on va aller chercher de façon automatique auprès de nos clients et qu'on va traiter de façon automatisée, la plus automatisée possible pour améliorer de façon continue l'offre Mon Banquet avec chacun des partenaires. Voilà. Et donc, en fait, de cette manière-là, je vous ai un peu décrit toutes les composantes de la matrice Océan Bleu que voici. Je vais juste insister, moi, sur ce qu'on... Donc, j'ai un peu décrit déjà le reste, mais ce qu'on a vraiment... Ce sur quoi je voudrais insister, c'est en fait, ce qu'on a permis d'éliminer. Tout d'abord, c'est ce qui était présent sur le marché, donc l'océan rouge qui est existant. C'est des buffets souvent trop sophistiqués et qui ne sont pas forcément adaptés aux contraintes des organisateurs, ou au contraire, très standardisés et sans vraiment de saveur, sans vraiment de personnalisation. Ça, c'est le marché existant. Et ensuite, il y a le système D, qui est le marché en fait, qui n'existe pas aujourd'hui. C'est des gens qui, faute d'offres clés en main, adaptées à leur budget, adaptées à leurs contraintes, vont agréger les produits eux-mêmes, vont faire leur propre sélection. Et tout ça, pour nous, ça donne un potentiel de marché à l'échelle européenne qui est de l'ordre de 20 milliards d'euros avec le marché existant et donc le marché Océan Bleu que je viens d'expliquer. Et donc, si j'évoque les non-clients qu'on va nous permettre d'atteindre, j'espère d'abord que dans les imminents, il y a vous, puisque on est très content d'avoir eu la confiance d'Alban pour la journée d'aujourd'hui et le cocktail qui va suivre cette cérémonie. Et donc ensuite, c'est les antis, c'est-à-dire ces personnes qui font appel au système D et qui
aujourd'hui ont perdu ce réflexe traiteur et se disent que derrière traiteur, il y a énorme budget, il y a occasion exceptionnelle. Et finalement, une offre clé en main, ce n'est pas forcément aussi onéreux que ça. Et ensuite, il y a beaucoup de besoins inexplorés qui ont besoin de quelque chose de clé en main. Il y a des tas d'entreprises qui ont des événements très souvent avec des choses trop informelles pour qu'ils se disent qu'il y a des gens qui ne sont pas capables de leur répondre. Et, donc voilà, c'est aujourd'hui le potentiel qu'on voit devant nous et on espère donc qu'après le cocktail de soir, vous nous permettrez de l'atteindre. Merci. Merci Hugo. J'ai une question pour Hugo. Au début, vous appeliez du bon pain. Ouais. Et vous avez pivoté, clairement. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter cette étape-là ? C'est un peu l'histoire de notre association avec Maxime et Mario. En fait, Du bon pain, c'était quoi ? Du bon pain, c'était notre première idée qui était de créer des nouvelles opportunités de promotion pour les artisans boulangers de toute la France au travers d'un guide, donc un TripAdvisor des boulangeries qui s'appelle dubonpain.fr, qui est toujours en ligne, qui est une application sur Android aussi. L'application Apple est en gestation depuis quelques mois. Et en fait, l'idée était de proposer, de réduire cette fracture numérique auquel font face les artisans boulangers qui sont très concentrés sur leur quotidien, très concentrés sur leur passion qui est de sélectionner et de transformer des matières premières pour en faire des bons produits et qui souvent finit par s'éloigner de ses clients, finit par ne pas arriver à faire valoir ce qu'ils ont à faire valoir. Et au final, c'est des gens qui ont un quotidien assez compliqué et qui finissent par se résigner et parfois vendre des produits industriels et ne plus cultiver les savoir-faire dont ils sont les seuls dépositaires. Et c'est des clients qui en fait connaissent pas forcément ce qui se passe dans une boulangerie, quelles sont les spécialités locales et les talents particuliers d'un artisan, alors que c'est pour nous tous, je crois, une fierté nationale. Et donc on souhaitait tout d'abord contribuer à ce qu'elle le reste et qu'on ne tombe pas dans des pièges dans lesquels sont tombés des pays scandinaves, par exemple, ou en Allemagne, où c'est très compliqué de trouver des artisans boulangers et pâtissiers. Et en fait, en voulant promouvoir ce guide, on s'est retrouvé à amener des produits de boulangerie et à dire allez chercher sur des événements et dire allez chercher ces produits inventifs, créatifs, bons, simples, chez des bons artisans, soyez exigeants avec eux. Et puis on a fini par être exigeants nous-mêmes et faire ce pont entre les consommateurs et les artisans nous-mêmes et le faire très concrètement et plus forcément au-delà d'un guide, au travers d'un guide. Pardon. D'accord, merci. Super témoignage. Un grand merci. Donc vous êtes proposé très naturellement, dès que vous avez su que vous étiez finaliste, comme traiteur officiel des Blue Ocean Awards 2017. Donc c'est Maxime, Louise, toi, voilà, vous avez très naturellement proposé. Donc effectivement, je pense que vous pourrez apprécier juste après le cocktail servi par mon banquier, tous les artisans en fait qui viennent du quartier en fait. Hein. Alors aujourd'hui, on a fait travailler, si je me trompe pas, 2 artisans. Au-delà donc 3 artisans si je compte le torréfacteur qui nous a fourni le café pour toute la journée, donc qui est Terre de Café, qui a différentes boutiques sur Paris. On a d'autres partenaires torréfacteurs parce qu'on souhaite aussi apporter de la valeur sur les boissons chaudes et avoir des vraies histoires derrière, des vrais savoir-faire. Et donc on a 2 artisans boulangers qui ont travaillé. Il y en a un qui est installé du côté d'Oberkampf, qui s'appelle Alexandre Migozzi, qui tient la boulangerie Gaïa, voilà. Et l'autre c'est Sylvie et Jacques Renouve qui sont installés au 249 boulevard Voltaire, donc côté Nation. Et c'est des gens très généreux qui sont incroyables et à qui on offre des nouvelles opportunités, qui sont très contents de voir des jeunes s'intéresser à leur activité et leur permettre de la développer. Merci Hugo. Peut-être une dernière question de la part du public avant qu'on applaudisse Hugo. Dominique ? Oui, quel est aujourd'hui le profil ou les profils de vos clients ? Voilà, ça c'est une question piège parce qu'on n'en a pas et on est plutôt très content de ne pas en avoir. Aujourd'hui, on a en gros, on approche des 800 000 clients, si je ne me trompe pas. Ça bouge beaucoup en ce moment. Et dedans, il y a 25% d'associations. Il y a
5% de particuliers qui commandent en ligne, mais l'offre n'est pas forcément dédiée à leurs besoins, donc c'est marginal. Il y a ensuite 50% de PME et start-up. On est très implanté dans l'écosystème tech parisien, par exemple. Et il y a 25% de grands comptes. Donc on adresse aujourd'hui à peu près tous les besoins du B2B, quelles que soient les tailles et les fréquences des événements. Bravo à Hugo pour révolutionner le monde du traiteur. Merci Hugo. Alors on va visionner une petite vidéo. Alerte gasoil. Le carburant pèse 30% des dépenses de nos clients, dans le transport routier, dans le ferroviaire. Imaginez lorsque vous enrayez la fraude et les gaspillages, et que derrière, vous mesurez cette consommation de façon précise, en temps réel. Vous leur faites gagner de 7 à 17% de la consommation, pour seulement 1% investi. Il y a donc un effet de levier qui nous assure un certain succès. C'est ça, Alerte Gasoil, du big data au service de l'économie et du développement durable. 3 mots facteurs clés du succès: innovation, rêve et persévérance. Eric, on stage. Alors tout d'abord, je tiens à remercier tous les membres organisateurs de ce concours et bien entendu les membres du jury. C'est pour moi un grand honneur que de recevoir ce Blue Ocean Award ce soir. Pourquoi? Parce que ce livre est sur ma table de chevet depuis de nombreuses années. J'ai créé mon entreprise en 2009 et je l'ai lu et relu plusieurs fois. Donc aujourd'hui, c'est un vrai honneur que de recevoir ce prix-là, et surtout dans la catégorie mentor. Je vais vous présenter, alors on fera peut-être avec une chance, je ne sais pas, ça a l'air de fonctionner, mon entreprise. Notre technologie, alors on parle de technologie, je vais peut-être me présenter d'abord, je m'appelle donc Eric Elkaïm, je suis l'inventeur. L'inventeur, je parle d'invention parce qu'il y a une technologie, un peu de hardware et du software à l'intérieur. Et accessoirement, je suis devenu le président de mon entreprise en 2009 lorsque j'ai créé celle-ci. Alerte Gasoil, c'est une technologie qui, si on arrive à avancer, voilà, ben non, hop, et je suis super sensible, suprasensible. Alors c'est une technologie qui permet de mettre en place, c'est un outil de contrôle de gestion du poste carburant. On verra quels sont nos clients. On a une dizaine de capteurs qui sont installés sur les engins que l'on va surveiller, dont un capteur principal qui s'installe dans les réservoirs, chacun des réservoirs de nos clients. Je parle d'une solution plug and play. Avec un seul et unique capteur, nous couvrons plus de 4200 réservoirs différents. Donc on arrive, à partir d'un numéro de châssis, on arrive, on branche et ça fonctionne. C'est connecté et à partir de là, on peut commencer à travailler. Connecté parce qu'il y a un cerveau informatique qui envoie des données vers nos serveurs et puis un outil de restitution qui est mis à disposition de nos clients. Je peux vous demander, s'il vous plaît... Alors, les industries qui sont nos clients ont longtemps considéré le carburant comme une commodité, une facilité. On a construit des grosses machines, des trains, des bateaux, des poids lourds, des engins de chantier, des bus, il y a plusieurs dizaines d'années, sans forcément se poser la question autour du carburant. Donc, on a mis en place certains procédés de mesure, notamment par des mesures de flux, alors que dans l'aéronautique, très tôt, on a été vers un procédé inverse, c'est celui que nous utilisons aujourd'hui, celui de la mesure de stock. On fait de la consommation par le stock. On est sur ce qu'il y a de plus en amont dans la chaîne de calcul, puisqu'on est dans le réceptacle. Et en procédant ainsi, on ouvre notre champ de vision et on arrive à apporter de la valeur ajoutée, disruptive à nos clients. Aujourd'hui, 30 ans plus tard, on a besoin d'aller vers des économies financières, mais pas seulement, puisque le carburant, c'est aussi des énergies fossiles, donc des économies vertes à aller chercher, puis des dispositifs, je l'espère, de fiscalité verte à venir. Alors, un petit précepte de base, 1 litre de carburant, 1 litre de diesel très précisément, un facteur d'émission de 3,07. Lorsque je brûle 1 litre de diesel, j'émets 3,07 kg de CO2 dans l'atmosphère. Une molécule de carbone, un atome de carbone va s'accrocher à 2 atomes d'oxygène. Donc on fait, avec 1 litre, 3 kg de CO2. C'est très important à comprendre parce qu'on a tous entendu parler du scandale Volkswagen et autres depuis quelques années. Ce scandale nous a permis de nous mettre en lumière. Lorsqu'on parle d'émissions erronées, en fait, on parle de consommation erronée. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'outil de mesure.
précise. Alors 23% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde sont dues aux activités de transport. Merci. 25% de ces émissions sont dues à du gaspillage et de la fraude. Une consommation de carburant à l'arrêt. La force de notre technologie est d'être capable de différencier aussi bien la consommation dite de roulage de la consommation à l'arrêt. Si vous avez 25% de la consommation d'un engin qui correspond à du gaspillage et qu'elle se fait à l'arrêt, il devient très simple, à partir du moment où vous êtes connecté avec l'utilisateur final, de corriger ces mauvais comportements. Le résultat, c'est que nos clients économisent en moyenne de 7 à 17% sur leur poste carburant et tout autant sur les émissions de carbone. On ne gère bien que ce que l'on mesure. Un retour sur investissement immédiat. Alors, on est dans le temple de la finance publique et de l'économie, donc nous, on aime bien les chiffres chez nous. 30%, c'est les dépenses carburant dans le transport. 1%, c'est le coût de la solution à l'air de gasoil pour nos clients. 1% de cette dépense de carburant. Et puis, le résultat, c'est 7 à 17% d'économie. Donc, il y a un certain effet de levier. Alors, ça, c'est un slide qui sort de la matrice, mais en 2 mots, l'océan bleu, pourquoi chez nous on apporte une innovation qui est disruptive et de la valeur à nos clients. On le verra peut-être plus en détail dans les prochains slides. Et nous n'avons pas peur de dire à nos clients que ce qui nous coûte 1, nous vous le vendons 10, mais vous gagnez 100. Donc, on installe une relation de confiance, une relation win-win avec nos clients. Alors, ce qui est éliminé, parce que c'est peut-être le point sur lequel je vais insister avec notre technologie, c'est, et je pense que ça va parler à tout le monde, lorsqu'on veut faire sa consommation de voiture, on a souvent l'habitude d'aller à la pompe à essence, de faire un plein complet, de rouler, puis de refaire un plein. Lorsqu'on y réfléchit, ce que vous faites, c'est ce qu'il y a de plus fiable, mais vous faites un calcul, vous sortez une mesure par une différence de stock. Ce n'est pas le stock que vous allez mesurer, c'est ce qui rentre dans votre réservoir. Eh bien, dites-vous que dans le transport et les industries, c'est exactement la même façon de faire. On a des clients qui ont 5000 moteurs. Le premier, tout le monde fait un plein. Le 31, tout le monde fait un plein. Puis la facturation intermédiaire, c'est la consommation. Et puis les kilomètres, c'est de la saisie manuelle. Donc ça, c'est une vraie rupture et une vraie valeur ajoutée que nous avons apportée à notre client, puisque si l'on veut faire baisser ses émissions et sa consommation, il faut d'abord être capable de fixer des objectifs qui soient atteignables et réalisables. Donc il faut d'abord être capable de mesurer sa consommation. Est-ce qu'on peut... le potentiel marché, aujourd'hui, en Europe, sur 22 pays européens, c'est les 22 pour lesquels nous détenons des données, c'est 7,5 millions de véhicules industriels. Les non-clients, on va dire, qu'est-ce qui va se passer, par exemple, l'année prochaine dans notre entreprise? Nous allons faire 2 sauts de valeur pour aller chercher, à travers 2 innovations qui sortent durant l'année 2018, pour aller chercher des non-clients. Des clients... on les a questionnés, comme j'ai pu l'entendre tout à l'heure. Et puis, on a cherché, on a aujourd'hui encore beaucoup de monde qui fait de la R&D chez nous. Et puis, on a étoffé un peu notre offre, tout en la laissant lisible et complètement abordable. Et puis, ces sauts de valeur vont nous permettre d'aller chercher de nouveaux marchés. Alors, quelques bullettes sur l'entreprise. Nous avons quitté un peu nos habits de start-up pour endosser ceux d'une PME innovante. Je dis bien innovante. Des fonds propres à hauteur de 3,2 millions. C'est facile lorsqu'on a un modèle à BFR négatif. Je vais peut-être expliquer, c'est que lorsqu'on doit payer nos fournisseurs, on a déjà encaissé ce que l'on a vendu. Donc en fait, notre modèle de vente finance notre croissance. Un EBITDA ajusté de 30% du chiffre, un chiffre d'affaires en 2016 qui a atteint 4 800 000 euros. Et une trésorerie donc, qui est le nerf de la guerre dans une entreprise, d'autant plus une entreprise innovante qui correspond à peu près à une année de chiffre d'affaires. Quelques chiffres clés. Voilà, je parlais tout à l'heure d'une PME innovante parce que 40% de l'effectif de la société est encore dédié à l'innovation. Donc vous imaginez qu'on a une PME avec 40% de l'effectif qui fait que de la R&D. Et puis à côté, il y a tous les services que l'on peut trouver dans une entreprise, une PME. Une PME, puisque nous sommes désormais 60 collaborateurs avec un triplement de l'effectif sur les 12 derniers mois. Une volonté, une stratégie dès le début d'aller voir que des petits et moyens comptes.
et nous avons décidé d'aller pénétrer le marché du grand compte l'année dernière, fin 2016, parce que nous avions atteint un matelas de 350 comptes clients. De l'innovation et de l'hypercroissance, ça amène souvent peut-être un peu de casse, et vaut mieux perdre 5% de 350 clients qu'un seul et unique client. Donc aujourd'hui, on a cette double activité, petit, moyen compte, et une structuration qui s'est effectuée à l'international notamment et en France sur les grands comptes. Je crois que c'est la fin. La croissance de l'entreprise sur cette période, ça se compte à 4 chiffres. On a eu la chance de remporter pas mal de chiffres. Je suis ravi d'être d'avoir rencontré pas mal de personnes. Nous sommes qui ont participé à la réussite. Enfin, j'aime pas utiliser ce mot, à où nous en sommes aujourd'hui, à l'état aujourd'hui. Parce qu'on est conscient, je suis conscient qu'on a encore beaucoup à faire, parce qu'on a une dimension qui s'appelle être globale, donc il faut qu'on aille loin. Mais tout ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, on l'a fait grâce au fait qu'on est en quelque sorte un pur produit de l'écosystème français dédié à l'innovation. Voilà. Et je parlais de la BPI, je parlais de plein d'autres mondes, de la DGE qui m'a convié ici il y a quelques semaines pour parler devant 180 ambassadeurs, pour présenter ma solution, pour qu'eux puissent en parler dans leur pays. Et ça, c'est fabuleux. Je vais peut-être m'arrêter, je suis un passionné, je parle beaucoup. C'est très intéressant, Eric. Alors, vous pouvez tous applaudir, effectivement, c'est une belle réussite, une belle PME innovante, basée dans le sud de la France. Ce n'est pas qu'à Paris, tout ne se passe pas qu'à Paris dans l'écosystème parisien, ça c'est très intéressant. Alors il y a peut-être une question du public sur Twitter, Dominique? Alors, il y a une question, mais il me semble que vous aviez un peu répondu, c'est comment faites-vous justement pour garder votre avance? Ok, alors il y a plusieurs réponses dans ma réponse, c'est que la première des avances, c'est l'IP. C'est un début d'unicité, si vous voulez, la solution. Le brevet, c'est un début d'unicité. Le reste, c'est la valeur que vous allez apporter autour de la technologie. Et cette valeur, on l'a construit de jour en jour. Donc aujourd'hui, on a un produit qui convient parfaitement à des métiers comme le transport routier, l'environnement, la collecte de déchets. Et puis, on a été cherché par de la concession de licences de brevets. Vous pouvez rappeler combien de brevets vous avez, Eric? C'est 52, alors, 59, très exactement. On a concédé une licence d'exploitation de notre brevet à un constructeur américain, un groupe américain qui pèse 80 milliards de revenus. Donc imaginez, on était 15. On a négocié pendant 3 ans avec un groupe qui fait 80 milliards de revenus. On s'est mis au niveau. Ça a duré 3 ans. Mais aujourd'hui, notre techno sera intégrée en première monte dans 112 pays au premier quarter 2019. On peut citer des noms? Et puis, on va aller chercher d'autres marchés comme celui-ci. Quel est ce constructeur? Ce constructeur, c'est Carrier. Le groupe Carrier, c'est les leaders mondiaux dans la production de froid et de chaud. Et il faut savoir que dans le transport, pour faire du froid ou du chaud, il y a un compresseur, mais en dessous de ce compresseur, il y a toujours un moteur et un réservoir. Et des contraintes environnementales à ce niveau, au niveau de groupes internationaux, qui leur imposent de savoir mesurer leur consommation et bien entendu leur étiquette CO2. On est le seul système en Europe qui mesure de façon réelle l'étiquette CO2. Ce qui nous permet, par exemple, encore un avantage concurrentiel. Depuis 2 ans, nous avons travaillé avec des gens de Bercy et la DGE, la DAE, la Direction des achats de l'État. Aujourd'hui, un acheteur public peut nous acheter notre technologie, quel que soit le montant du marché, en passant par ce qu'on appelle une procédure négociée sans appel d'offres ni publicité, parce que nous sommes battus pour démontrer l'unicité de notre solution. Donc imaginez, c'est pour nous juste une autoroute qui s'est ouverte. Parfait. Encore bravo Eric. Merci. Merci messieurs, dames. Alors maintenant, on va avoir une petite vidéo de Vera Cash et on va accueillir sur scène qui est à côté de nous Jean-François. Ouais. Alors je vais devoir prendre le micro parce que c'est une vidéo muette, donc on va le faire comme à l'époque du cinéma muet. Vous avez mis de la musique? Oui. Bon, c'est fabuleux. L'idée est quand même de présenter les usages, de montrer que c'est extrêmement simple, que c'est utilisable aussi bien dans un cadre classique entre personnes qui peuvent être aussi bien des collègues, des amis. Donc ça peut représenter ce que sont nos clients aujourd'hui et là très basiquement les collègues du bureau qui s'en servent de manière très fréquente, notamment pour faire des cagnottes pour pouvoir offrir un cadeau à un collègue et ça sans frais.
ce que la plupart du temps on ne vous propose pas dans des systèmes plus classiques. Et là, l'usage de notre Mastercard Veracard, donc voilà, qui permet de payer non pas sur le coup en euros, mais vraiment en or, puisque le sous-jacent de la monnaie Veracash, c'est donc des métaux précieux, de l'or et de l'argent métal, qui eux ne sont pas virtuels et sont bien sûr stockés dans des coffres de manière extrêmement sécurisée. Ça marche? Ouais. Donc en fait, je ne vais pas vous parler d'abord de Veracash, mais d'abord des utilisateurs. Et je vais vous parler de Nicolas. Donc Nicolas, ça peut être vous, ça peut être moi, ça peut être quelqu'un ici, ça peut être quelqu'un à l'autre bout de la planète. Et c'est ce qu'on a envie à terme de pouvoir développer. Quelqu'un qui puisse être en Inde, en Afrique, notamment dans des zones où avoir un compte bancaire est compliqué, une zone où avoir une monnaie stable est compliqué. Regardez aujourd'hui le Venezuela qui adopte qui veut adopter une crypto-monnaie, ou certains qui ont déjà adopté le Bitcoin à la place de leur monnaie qui est complètement défaillante. Donc c'est peut-être aujourd'hui qu'il faut prendre des habitudes à utiliser des monnaies qui se veulent plus fiables. Et Nicolas, il a fait un constat. Son constat, c'est qu'il vit au XXIe siècle. Aujourd'hui, la plus grande communauté du monde, c'est Facebook. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vos amis ne sont pas nécessairement que dans votre quartier, comme il y a peut-être une vingtaine d'années. Ce sont des gens qui sont aussi un peu partout dans le monde. Ça peut être des amis, ça peut être des collègues. Et autant on arrive à envoyer des mails de manière absolument gratuite. Maintenant, même passer des coups de fil ou envoyer des données partout en Europe parce que les opérateurs télécoms se sont mis au diapason. Et finalement, dans l'univers bancaire, dans l'univers financier, il y a toujours ces frais qui sont extrêmement piquants et qui ne devraient même pas exister quand vous décidez d'envoyer de la valeur de la France vers un ami qui est aux États-Unis, et à plus forte raison quand il s'agit de pays peu bancarisés, comme par exemple ce que l'on peut voir dans un continent comme l'Afrique ou des fois certaines zones en Asie. Donc aujourd'hui, on pourrait imaginer voilà, que les solutions sont ce que nous proposent les GAFA et les sociétés déjà bien installées, les PayPal, les sociétés générales, etc. Mais même ceux qui vous disent, bon, voilà, il y a zéro frais ou ça ne vous coûte rien, vous avez de toute manière toujours des choses qu'on oublie de vous expliquer, que sont par exemple le coût d'achat des devises, le spread, etc., qui n'apparaissent pas sur les factures de votre compte bancaire à la fin du mois et qui pourtant, des fois, dans certains cas, peuvent représenter en fait 10% du coût de la transaction que vous avez opérée. Donc ça, on en avait conscience, on a voulu l'éliminer le plus possible. Ensuite, Nicolas, il a aussi fait un constat. Il a connu 2009, il a connu 2011 et il a connu en fait tous ces problèmes qu'on a pu avoir suite à la crise. L'Europe a eu entre guillemets peut-être un peu de chance de s'en tirer. Certains pays, on peut considérer, sont restés sur le carreau. Et c'était peut-être le Venezuela, c'était peut-être la Grèce. Et qui sait, peut-être la France un jour, on ne le souhaite pas, en tout état de cause, même si ici on est au sein du ministère de l'économie et je remercie pour la remise de ce prix. Pour autant, on a quand même le droit d'être iconoclaste et pourtant d'en parler, parce qu'un pays qui tourne, c'est un pays qui a, lui, su assumer peut-être cette manière de protéger sa population. Et aujourd'hui, on est en contact avec des petits pays qui sont intéressés pour la mise en œuvre de Veracash. Ils ont déjà une monnaie, mais c'est une monnaie peut-être qui est une monnaie sous tutelle ou une monnaie d'un plus grand pays. Et ils savent qu'ils sont adossés à des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Alors certains ont adopté le Bitcoin. Nous aujourd'hui on considère que c'est malheureusement plus une monnaie. Certainement initialement l'idée était certainement la même que nous, vouloir réparer ou essayer d'éliminer les problématiques qu'on avait connues suite à la crise de 2008 et de 2009. L'idée était belle et pour autant aujourd'hui on se retrouve avec un produit qui est hautement spéculatif, qui ne peut plus être une monnaie de fait et aujourd'hui même un produit qui est négocié sur les marchés financiers puisqu'il est coté maintenant à Boston et c'est aussi un système, une monnaie qui n'est même pas très écologique puisque pour générer aujourd'hui un bitcoin vous êtes obligé d'émettre dans la nature 13 tonnes de CO2. Pour mémoire, l'or recyclé, on est plutôt aux alentours de 20 kilos de CO2.
Donc voilà, donc on propose Veracash. Veracash n'est pas une monnaie alternative. Aujourd'hui, si on lit le code monétaire et financier, l'euro est bien notre monnaie et ce n'est pas ça dont on parle. On parle de Veracash comme d'un système complémentaire, d'un système qui peut être là pour aider, pour fluidifier, notamment dans des domaines qui peuvent être un petit peu compliqués, notamment l'envoi de valeurs dans d'autres pays ou la gestion de monnaie au sein d'un groupe ou au sein de structures qui peuvent être une grande société, qui peuvent être une famille qui a des échanges de valeurs un peu partout sur la planète. Donc, avant d'avoir ces Veracash, il faut évidemment peut-être transformer ces euros. Alors c'est là où nous, on prend notre commission et c'est là que l'on fonctionne. Mais vous allez voir que l'intérêt n'est pas à ce moment-là parce que ces Veracash, vous pouvez peut-être les obtenir par votre entreprise qui vous aura versé des bonus ou peut-être une partie de votre salaire ou quelqu'un d'autre qui vous aura rémunéré parce que vous lui avez vendu, je sais pas, votre cafetière et puis vous avez reçu des Veracash en échange. Donc voilà, nous, on a des frais, c'est 3% et 7% pour l'argent métal. Alors je pense que là, ça va se déclencher d'un coup. Et on va tout dévoiler d'un coup. Non. L'usage de la Veracard est gratuit. Donc quand vous l'utilisez dans un quelconque pays qui reconnaît la Mastercard, généralement ça vous coûte entre 5 et 15% moins cher qu'une carte Mastercard classique. Et si vous souhaitez sortir par un virement bancaire, c'est 1%. Mais l'intérêt, il est là. En fait, c'est que tant que vous restez dans le cercle vertueux du Veracash, dans une logique peer-to-peer, vous n'avez aucun frais. Donc l'idée, c'est en fait de réussir à créer une communauté, à réussir à constituer un groupe d'utilisateurs, donc des groupes affinitaires. Ça peut être des gens qui sont collectionneurs je sais pas, de Harley Davidson ou de je ne sais pas quoi, qui sont des gens qui aiment le Japon et qui voyagent très souvent. Ça peut être des collaborateurs d'une entreprise qui est globale. L'idée, c'est de rester au sein du Veracash, d'en sortir le moins possible et à ce moment-là de pleinement en tirer les bénéfices. Et donc voilà, donc notre positionnement plutôt orienté échange, innovation. Initialement, nous avions des concurrents qui sont des concurrents classiques, nous, dans notre univers, donc l'univers de l'or et des métaux précieux, plus orienté thésaurisation, plus orienté parfois spéculation. Donc nous, on en vient aussi parce qu'historiquement, c'est notre savoir-faire. Et pour autant, on vient de challenger des grands tels que PayPal, MoneyGram ou Western Union. Donc imaginez envoyer du Veracash dans un pays d'Afrique, ça vous coûterait 0, comparé à un Western Union qui va coûter 15%. Voilà, et les nouveaux acteurs que sont les néobanques. Donc sommes-nous une néobanque ? Sommes-nous un système tel que PayPal, peut-être tout simplement un peu à la lisière de tout ça, et c'est ce qui manquait aujourd'hui à notre sens. Donc pour en revenir à la trame Océan Bleu, donc nous on a fait de l'Océan Bleu sans le savoir pendant des années, et pourtant on se retrouve totalement dans cette méthodologie, dans cette manière d'aborder les choses. Donc nous à la base notre Océan Rouge c'est finalement les systèmes peer-to-peer qui sont aujourd'hui un marché énorme avec des acteurs de très très grande taille. Donc l'idée était de créer quelque chose autour d'un paiement, notamment avec une carte prépayée, avec des échanges de métaux précieux en peer-to-peer, éliminer le stockage à domicile, donc c'est stocké dans des coffres, alors sur le coup au Port-Franc de Genève, l'endroit le plus sécure au monde. On l'a choisi parce que c'est le plus sécure au monde, non pas parce que c'est en Suisse. Éliminer les abonnements, éliminer les engagements et le minimum de revenus et d'investissement. Là encore, notre but est nécessairement de pouvoir à terme toucher les populations défavorisées. Augmenter la rapidité d'ouverture d'un compte, l'instantanéité des échanges, sécuriser vis-à-vis d'une blockchain qu'on est en train de développer et favoriser l'engagement de la communauté tout en réduisant donc les frais d'entrée et la barrière psychologique à l'achat de métaux précieux parce que souvent les gens considèrent que c'est un petit peu compliqué. Quand on pose d'ailleurs la question aux gens, 80% considèrent que l'or est un produit d'épargne qui est génial et pour autant seuls 8% possèdent de l'or d'investissement et quand on leur demande pourquoi, ils considèrent que c'est compliqué, ils ont peur de se faire arnaquer ou ils n'ont rien compris à la fiscalité ou ils pensent que c'est réservé aux riches. Donc nous on est là pour montrer que l'or, il faut peut-être sur le coup peut-être l'oublier, juste le garder pour la valeur qu'il a et ensuite vraiment s'en servir de manière complètement dépassionnée. Oui. Donc le marché peer-to-peer, c'est 177 milliards d'euros aujourd'hui avec une croissance de 20 milliards, une taille de marché à 5 ans de 197, mais probablement plus, là on part de statistiques.
Chiffre d'affaires 2016, pour nous, c'était 21 millions d'euros. On vise à l'horizon de 5 ans plus de 200 millions. Aujourd'hui, il y a eu 50 millions de Veracash qui ont été émis. Donc un Veracash égale 1 euro. Le compte est relativement simple à faire. Et si on était une monnaie locale par rapport au nombre d'échanges qui ont été réalisés, en moins d'1 an, on a fait 1 million d'euros d'échanges entre personnes. Donc si on était une monnaie locale, on serait la première monnaie locale de France. Voilà, nos clients non adressés, enfin nos non-clients adressés, je veux dire, donc imminents, les jeunes, les petits épargnants et les professionnels. Donc on va faire un gros focus sur les professionnels. Et là encore, on va essayer de valoriser les professionnels qui ont des logiques éthiques et responsables. Anti-investisseurs qui spéculent, donc là plutôt qui vont du côté du Bitcoin aujourd'hui, et les inexplorés, donc clients à l'international et les commerçants, et notamment par le biais de grands groupes qu'on est en train de prospecter, ou les fameux petits pays dont je vous parlais. Alors c'est dommage. Voilà. Le projet 2018 est sans partenariat avec un laboratoire bordelais. C'est en fait le développement d'une blockchain que l'on déploierait directement chez nos clients sous forme de petits boîtiers qui mettraient derrière leur Livebox, leur permettant en fait d'assumer directement les transactions de Veracash, voulant dire que même si Veracash disparaissait, Veracash continuerait de fonctionner. C'est-à-dire que même si notre société disparaissait, parce qu'on est une société, cela peut arriver, le Veracash continuerait de fonctionner par le biais de ses utilisateurs. Et là, on considère qu'aujourd'hui, peut-être par rapport à des systèmes plus classiques tels que les banques, on est clairement en avance parce qu'aucune banque a décidé de se disrupter elle-même. Et nous, c'est ce que l'on fait par le biais de cette blockchain. Et voilà, je vous remercie. Merci Jean-François. Oui. Bon, on va remercier tous les lauréats de la catégorie mentor.